Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment capital. Quand une entreprise traverse une mauvaise passe financière, on pense souvent que le licenciement, c'est la seule porte de sortie. Eh bien, on va voir que non. En fait, le droit français, c'est une véritable boîte à outils, pleine de solutions pour préserver les emplois. Voilà la question qui stresse tout le monde, que l'on soit dirigeant ou salarié. Est-ce que c'est la seule voie possible? Heureusement, la réponse est un grand non. Il y a plein d'alternatives, de vraies stratégies pour protéger à la fois la santé de l'entreprise et surtout son bien le plus précieux, ses équipes. Et regardez ce chiffre, il est juste énorme. 70%. C'est le taux de réussite des procédures qu'on appelle amiables et préventives. En gros, celles qu'on lance avant que ce soit la catastrophe. Ça prouve bien une chose. Anticiper, c'est beaucoup plus efficace que de gérer l'urgence. Agir tôt, c'est vraiment se donner les meilleures chances de s'en sortir. Allez, on rentre dans le concret. La toute première stratégie, elle est basée sur une idée hyper simple mais vraiment puissante, la flexibilité. En clair, comment on peut ajuster l'organisation du travail pour passer un cap difficile, mais sans devoir se séparer de ses collaborateurs. Le premier outil, c'est ce qu'on appelle l'APLD, l'activité partielle de longue durée. Le principe est facile à comprendre. Au lieu de supprimer des postes, on va plutôt réduire temporairement les heures de travail de tout le monde. L'État et l'UNEDIC viennent compenser une partie du salaire perdu, ce qui allège les coûts pour l'entreprise, tout en gardant toutes ses compétences à bord. Bon, attention, ce n'est pas open bar. Le système est très encadré. La baisse du temps de travail ne peut pas dépasser 40% et ça peut durer 36 mois au maximum. Et surtout, il y a une contrepartie essentielle, l'entreprise s'engage formellement à ne licencier personne. Et on note qu'une nouvelle version, APLD Rebond, arrive pour donner encore plus de souplesse. On passe à un autre outil, l'accord de performance collective, ou APC. Là, on monte d'un cran. Il ne s'agit plus seulement de toucher aux heures, mais potentiellement de modifier le contrat de travail lui-même. On peut parler du temps de travail, bien sûr, mais aussi du salaire ou même de la mobilité géographique. C'est un outil vraiment puissant pour une adaptation en profondeur. Et là, pour le salarié, le choix est très clair. Soit il accepte ces nouvelles règles du jeu, et elles s'appliquent directement à son contrat, soit il refuse. Et il faut être honnête, ce refus peut mener à un licenciement. Ce n'est pas une faute, attention, mais c'est un motif de licenciement bien spécifique qui est directement lié à ce refus. C'est un point un peu délicat, mais c'est crucial de le comprendre. Bon, parfois, malgré tous les efforts, il faut quand même ajuster les effectifs. C'est une réalité. Mais même là, il y a des manières de faire qui sont beaucoup plus constructives et apaisées, bien loin du climat de tension d'un plan de licenciement classique. Et c'est justement tout l'intérêt de la RCC, la rupture conventionnelle collective. Le mot qu'il faut retenir ici, c'est volontaire. L'entreprise ne désigne personne, elle ne force personne. Elle ouvre une porte de sortie avec des conditions qui ont été négociées et ce sont les salariés qui le souhaitent qui se portent candidats au départ. L'approche est radicalement différente, bien plus respectueuse. La différence est vraiment fondamentale. D'un côté, avec la RCC, c'est l'employeur qui propose et c'est le salarié qui se porte volontaire. De l'autre côté, avec le licenciement économique, c'est l'employeur qui impose sa décision. C'est cette distinction majeure qui explique pourquoi le risque de se retrouver au tribunal est beaucoup plus faible avec une RCC. Alors, comment ça marche en pratique? Eh bien, c'est un processus très balisé pour que tout soit clair et légal. Ça commence par informer l'administration, puis on négocie un accord pour fixer les règles du jeu. Une fois que cet accord est validé par l'autorité compétente, on lance l'appel à candidature. Et enfin, on signe les accords individuels avec chaque volontaire. C'est un parcours bien défini pour sécuriser tout le monde. Et si la solution, en fait, elle venait aussi de l'extérieur? La troisième grande approche, c'est d'aller chercher des experts, mais de le faire avant que la crise soit trop grave. Il faut vraiment voir ces procédures non pas comme un aveu d'échec, mais au contraire comme un acte de gestion intelligent et proactif. Le premier de ces outils s'appelle le mandat ad hoc. Il y a 2 mots à retenir, confidentiel et amiable. L'idée, c'est que l'entreprise sent les difficultés arriver, mais elle peut encore payer ses factures. Elle va donc demander à un expert de l'aider, en toute discrétion, à négocier avec ses créanciers, ça peut être l'URSSAF, les banques, pour trouver des solutions comme étaler les dettes. On le met souvent en parallèle avec la conciliation. La grande différence, c'est une question de timing et de gravité. Le mandat ad hoc, c'est vraiment pour les tout premiers signaux faibles. Il est super souple et 100% confidentiel. La conciliation, elle, arrive quand les problèmes sont un peu plus installés. Elle est plus cadrée dans le temps et la confidentialité peut être en partie levée si l'accord doit être validé par un tribunal. Maintenant, si les difficultés sont encore plus profondes, structurelles, il y a un outil beaucoup plus puissant, la sauvegarde.
Là, on change complètement de dimension. C'est une procédure judiciaire, donc publique. En gros, le tribunal appuie sur pause et gèle toutes les dettes passées de l'entreprise. Ce gel du passif, ça lui donne une énorme bouffée d'oxygène pour se réorganiser de fond en comble, mais toujours avec le même but, sauver l'activité et les emplois. Bon, on a vu tout un tas de solutions, mais la question c'est comment on choisit la bonne. Tout l'enjeu, c'est de poser le bon diagnostic pour trouver le bon remède. Parce qu'il n'y a pas une solution miracle qui marche pour tout le monde. Avant de prendre la moindre décision, il y a un check-up complet à faire, en 4 points. D'abord, une analyse financière pour savoir où on en est vraiment. Ensuite, un diagnostic social pour comprendre ses forces humaines. Puis, une évaluation juridique pour mesurer les risques. Et enfin, une vision stratégique. Est-ce que c'est une petite grippe passagère ou un problème plus structurel? Et cet arbre de décision, il résume tout ça parfaitement. À chaque problème, sa solution. C'est un petit coup de frein temporaire, on pense APLD. Il faut réorganiser le travail en profondeur, on pense APC. On doit gérer des départs, mais sur la base du volontariat, c'est la RCC. Il y a des tensions de trésorerie et il faut parler aux créanciers, mandat ad hoc. Et si la crise est vraiment profonde, là, on pense sauvegarde. C'est presque chirurgical, on adapte l'outil à la situation. Et cette phrase, elle résume parfaitement la philosophie derrière tous ces dispositifs. On ne parle pas juste de chiffres, de bilan comptable. Le but ultime, c'est de préserver l'avenir de l'entreprise en protégeant ce qu'elle a de plus précieux, les gens qui la font tourner tous les jours. Au final, pour que tout ça marche, ça repose sur 3 piliers qui ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. L'anticipation, parce que plus on agit tôt, plus c'est facile. Le dialogue, parce que rien de solide ne se construit sans la confiance des salariés et de leurs représentants. Et enfin, l'accompagnement, parce que tout changement, même positif, doit être géré avec humanité. Et ça nous amène à la question de fond. Les outils sont là, ils existent, ils sont performants. Mais pour qu'ils marchent, il faut un vrai changement de culture dans les entreprises. Sont-elles prêtes à passer d'une logique de réaction, souvent dans la panique, à une vraie culture de l'anticipation et du dialogue social? C'est probablement là que se situe le plus grand défi. Merci de nous avoir suivis.